ce monsieur qui s'appelle Eric Emmanuel Schmitt, que je connais maintenant bien, parce qu'on s'était rencontrés pour la pièce précédente. Monsieur Ibrahim, voilà. Les Fleurs du Coran, oui. Et cette fois-ci, vous allez nous parler à la fois d'une dame curieuse et d'un Chopin, Ouais. dans une pièce qui va rentrer sur le théâtre Rive Gauche, donc le théâtre où l'on vous connaît, à partir du 29 août. Oui, je vais passer tout le mois de septembre à jouer. Je vais faire 30 représentations de Madame Pilinska et le secret de Chopin. J'ai très hâte parce que c'est une folie. Parce que dans cette pièce, je joue plusieurs rôles, comme dans Monsieur Ibrahim. C'est-à-dire que je me joue moi qui raconte mon enfance et ma jeunesse, puis je me joue à 20 ans, et puis je joue surtout Madame Pilinska, cette professeure de piano que j'avais rencontrée, qui était polonaise et qui était totalement excentrique, complètement barrée, et qui m'a donné des cours de piano, parce que je voulais apprendre à jouer Chopin, qui m'a donné des cours de piano qui n'ont pas fait de moi un grand pianiste, mais qui ont fait de moi un homme qui aime vivre, qui est attentif au monde, aux autres. Et bref, ces cours de musique ont été beaucoup plus que des cours de musique, ça a été des cours de vie. Parce qu'elle était totalement jetée, quoi. C'est-à-dire que au premier cours, elle me dit « allongez-vous sous le piano », Oui, ressentir les vibrations. À la fin du cours, elle me dit « bon, alors cette semaine, vous ne touchez plus un piano. » Ah bon, qu'est-ce que je fais? Vous allez au jardin du Luxembourg et vous apprenez à cueillir des fleurs le matin sans faire tomber les gouttes de rosée, pour avoir un toucher délicat. Et puis vous allez faire des ronds dans l'eau pour voir comment une onde, alors aquatique, mais aussi sonore, naît, se développe et meurt. Vous allez regarder le vent dans les arbres pour voir comment ça bouge par rapport au tronc. C'est la main droite et la main gauche, etc. Et donc c'était d'une façon absolument pas conventionnelle. Ah non, Voilà, et en même temps, ça donnait des résultats. Alors des résultats qui c'était jamais assez pour elle, parce que une fois que j'arrive au plusieurs cours et que je joue certains morceaux, elle me dit « je voudrais être plus décontracté. La prochaine fois, venez après avoir fait l'amour. » Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. Ah bon, d'accord. Oui, non, ça va. Il me semblait qu'on avait parlé de 17 ans au départ. Non, j'avais 20 ans et j'étais bon élève, donc j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Voilà, et j'ai beau faire ce qu'elle me dit, elle n'est toujours pas contente. Elle me dit je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais ça ne donne pas ce que j'espérais. Alors, regardez votre partenaire dans les yeux. Ah, d'accord. Et alors là, évidemment, tout d'un coup, ces cours de piano deviennent aussi une initiation à la vie sensuelle, à la vie amoureuse. Bref, je voudrais emmener les spectateurs dans ce délire et en même temps dans leurs propres souvenirs. Et puis surtout, il y a Chopin, parce que tout se passait autour de Chopin. Et donc, je suis sur scène, il y a un piano, il y a un pianiste. Quand il faut jouer mal, c'est moi. Et quand il faut jouer bien, c'est lui, c'est Nicolas Stavi, qui est vraiment un grand concertiste, qui joue Chopin à la perfection, qui a d'ailleurs eu un prix Chopin à Varsovie, au concours Chopin. Et donc, en même temps que je raconte une histoire de vie qui concerne tout le monde, eh bien, on entend des pages de Chopin, parfois des pages connues, parfois des pages moins connues. Et voilà, c'est un double voyage. C'est un voyage à l'intérieur de nos vies, mais c'est aussi un voyage à l'intérieur de la sublime musique qu'a écrit Chopin. Chopin, apparemment, c'est quelqu'un qui vous a marqué. C'est votre compositeur favori ou... Un des favoris, parce que Mozart tient encore plus de place dans ma vie. Mais oui, parce que ce que m'a appris Chopin, c'est l'intimité. Chopin, il écrit pour le piano. Il n'écrit pas pour l'orchestre, pour des masses de chœur, ni quoi que ce soit. Il jouait piano fermé en plus. C'est l'intimité. Et il m'a fait comprendre que parfois le murmure est plus puissant que le cri. Qu'en chuchotant, on se fait mieux entendre qu'en hurlant. Il faut créer une intimité avec son lecteur, pour moi, ou avec le spectateur, quand on est sur scène, comme lui l'a créé avec l'auditeur. Bref, il m'a appris la nuance, c'est ça son royaume. C'est le royaume de l'intimité et de la nuance. Et on a tous besoin de redescendre comme ça, à l'intérieur, au plus profond, pour trouver les choses essentielles. Donc c'est un maître pas seulement de musique, mais c'est un maître de vie. C'est une création, là, cette fois-ci. Ouais.
Ouais. Un petit peu les chocottes? Terriblement les chocottes. Mais quand j'aurai plus les chocottes, j'arrêterai tout. Hein. Non, j'adore avoir peur. Ah bah oui. La peur, ça a été inventé par Dieu, la nature ou le hasard, je ne sais pas par qui, mais ça a été inventé pour que l'homme rassemble ses forces, soit pour fuir, soit pour se battre. Alors moi, je me battrais, c'est-à-dire que j'aime bien avoir peur, parce que c'est comme ça que je suis en disposition de tous mes moyens. J'ai très envie de présenter ce spectacle au public parisien. On l'a fait à quelques endroits, on l'a fait à Bruxelles, on l'a fait au Festival de Nohant. À chaque fois, ça s'est merveilleusement passé. Mais le public parisien, c'est vraiment celui que je redoute le plus. Parce qu'il est très formé, très exigeant et très sollicité aussi. Donc c'est... Mais de toute façon, j'ai à chaque fois aussi peur. On écrit pour soi, c'est pas difficile d'écrire en se disant « Oula, il va falloir que je dise ça » ou que j'agisse comme ça. Non, parce qu'en fait, moi, j'écris pas pour moi. L'écriture, c'est une parole que j'adresse à l'autre. Toujours, que ce soit dans un roman ou... Alors encore plus dans une pièce de théâtre, puisque j'écris pour le 4e mur, et puis je sais qu'il y a des acteurs qui vont s'emparer de ça. Non, l'écriture, elle est toujours adressée à l'autre, donc il s'agit simplement de l'incarner, quoi. Mais alors, oui, la peur, c'est de pas être au rendez-vous de l'écriture. C'est-à-dire, je pense que dans l'écriture, le travail est fait, et bien fait, mais après, il faut être là à chaque instant, et puis c'est pas parce qu'on a réussi il y a 2 secondes qu'on va réussir dans 3 secondes. On est sur un fil, quoi. On peut toujours tomber. C'est-à-dire manquer de chair, manquer de présence, manquer d'intensité ou d'humour. Donc oui, c'est pour ça que c'est si génial le théâtre. C'est parce que c'est jamais fait, c'est toujours à faire. La musique a donc une place importante dans votre vie. Vous m'avez parlé de Mozart, de Chopin. Enfin, j'imagine qu'il y a bien d'autres. Oui. Mais ça reste plus dans le domaine classique, opéra. Non, j'aime la chanson aussi. J'aime la chanson aussi. Je suis un grand amoureux de chansons. D'ailleurs, on avait fait au Théâtre Gauche un spectacle sur Barbara avec Roland Romanelli, qui était l'accompagnateur de Barbara, que j'avais mise en scène parce que j'aime aussi beaucoup la chanson. Je dirais la chanson Rive Gauche, c'est le cas de le dire, puisqu'on est au Théâtre Rive Gauche, la chanson à texte. Donc Barbara, Brel, Brassens, Ferré, et puis dans les générations d'aujourd'hui, il y en a d'autres qui m'intéressent, mais voilà. Mais autrement, la musique, oui. La musique classique. Ça reste quelque chose d'important. Vous savez, si ça a traversé les siècles, hein, c'est que ça a toujours quelque chose à dire aux gens. Pour moi, quand j'entends du Mozart, j'entends pas de la musique du XVIIIe siècle. J'entends un jeune frère qui est beaucoup plus intelligent que moi, qui a compris plus de choses que moi, et qui m'apprend à aimer le monde, à accepter d'être triste et de ne pas en faire une histoire, à repartir du côté de la joie et de l'allégresse. Dans mes professeurs de vie, dans mes professeurs de bonheur, il y a des musiciens, il y a Mozart, il y a Beethoven, il y a Debussy. Oui. Moi, je n'aime pas la musique classique pour faire partie d'un club de gens qui... Oui, j'aime. Voilà, c'est ça, pas du tout. C'est profondément lié à ma vie, parce que comment est-ce qu'on peut vivre sans cultiver la beauté, sans chercher la beauté? Je veux dire, on la cherche dans les rencontres, la beauté des êtres humains, et je parle aussi de la beauté intérieure, mais on la cherche dans nos voyages, on la cherche dans notre fréquentation des arts. Et alors la musique, c'est un grand dispensateur de beauté, quoi. Moi, je ne peux pas vivre une journée sans musique. Moi non plus. Ah, mais bon, disons que je suis plus variété, parce que ça me... comment on pourrait dire? Ça me donne envie de chanter. Voilà, ça me rend de bonne humeur. Certains morceaux de classique me feraient pleurer. Je prendrais Tosca pour parler Tosca, parce que c'est d'actualité, mais certains me font vibrer, me font pleurer, alors que la variété, variétoche, parlant Claude François, Martin et compagnie, c'est pas du tout la même chose, et ça fait... J'aime aussi, il y a plusieurs usages, quoi. Il y a simplement des choses... C'est pour ce, comme vous dites, c'est pour se remonter le moral, etc. Puis, il y a des œuvres qu'on écoute aussi pour méditer, pour réfléchir, pour devenir plus profond, pour s'élever. Et la musique sert à tout. Voilà. Alors là, maintenant, c'est très difficile ce que je vais faire, parce qu'on va parler de quelque chose de... Mais alors, à l'opposé, oui. Si je vous dis
Maman est morte ce matin. Mhm. Les premières lignes d'un nouvel ouvrage que vous avez écrit, qui sort incessamment. Mm. Alors, comme j'ai dit, c'est une transition très difficile entre le journal d'un amour perdu et tout ce dont on a parlé auparavant. En fait, c'est lié, mais bon. Mais effectivement, je publie un livre qui s'appelle Journal d'un amour perdu, et qui est le journal que j'ai tenu pendant ces 2 ans. Il commence par la phrase que vous avez dite ce matin: maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Et puis après, justement, comme c'était une relation magnifique, comme c'était que de la joie entre nous, ben, je suis ce petit garçon de 57 ans qui essaye de continuer à vivre alors que son grand professeur de joie est parti. Et je raconte au jour le jour, à la fois je raconte la douleur, j'essaye de mettre des mots sur cette douleur qu'on connaît tous, perdre quelqu'un qu'on aime. Parce que c'est pas une mère qui me manque, c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis comment j'essaye de réapprendre à vivre, alors que tant d'amour est parti, et tant d'amour qu'elle me donnait, et tant d'amour que je lui donnais, qui trouve maintenant plus le moyen de s'exprimer, on va dire. Oui, ou qui trouve plus la personne à laquelle il était adressé, quoi. Et en même temps, je raconte comment parce que c'est un livre où il y a de la tristesse, mais c'est pas un livre triste, parce que j'essaye de montrer comment j'essaye d'exercer mon devoir de bonheur, parce qu'elle voulait que je sois heureux. Et elle m'a appris à être heureux. Et elle ne m'a pas seulement donné la vie, elle m'a donné la vie belle. Elle était gourmande de tout, comme moi. Et tout d'un coup, voilà, moi je lui dois d'être heureux. Elle ne supporterait pas de me voir pleurer, elle ne supporterait pas de me voir abattu, elle ne supporterait pas de me voir déprimé. Et je montre de façon très très intime comment j'essaye d'être heureux et je n'y arrive pas. Et puis finalement, j'y arrive. Ce que c'est le deuil? Parce que le deuil, c'est ça. C'est d'abord au début d'un deuil, on est amoureux de sa tristesse. Parce que finalement, la nouvelle manière d'être présent avec l'autre qu'on aime, c'est d'être triste. Et moi, je me suis réfugié dans ma tristesse. Je rentrais dans ma tristesse comme on rentre à la maison. Vous voyez? Je faisais semblant, j'étais aimable avec tout le monde. Je donnais le change, comme tout le monde. Mais je me réfugiais dans ma tristesse parce que c'était la nouvelle forme. C'était l'avatar de mon amour pour elle. Et puis après, je montre comment cette tristesse, elle arrive à être dépassée, comment elle se double d'une joie, comment on arrive à vivre avec ses souvenirs. Parce que le souvenir, c'est double. Il y a parfois des souvenirs qui vous rendent le monde vide, parce que vous voyez que justement, le souvenir vous présente ce qu'il n'y a plus dans le monde, puisque la personne vous manque. Et puis après, on arrive, avec le temps, à un deuxième statut du souvenir, c'est-à-dire que le souvenir, loin de rendre le monde absent, il l'enrichit. Et maintenant, je peux traverser les lieux où j'ai été avec elle, les pays où j'ai été avec elle, et des situations où j'ai été avec elle, en voyant quelque chose de plus que les autres ne voient pas. Et c'est encore un cadeau qui m'est donné. Mais j'ai dépassé la tristesse. Et c'est l'avantage que vous avez sur nombre d'autres personnes. Vous pouvez extérioriser en écriture. Oui. Et là, ça vous permet d'écrire ce que vous ressentez, de montrer aux autres que vous avez un ressenti et faire comprendre ce que vous voulez faire Oui, comprendre. tout à fait. Je me dis toujours comment font ceux qui n'ont pas ça. C'est-à-dire cette possibilité de mettre en mots et de faire même des objets, entre guillemets, d'art avec les émotions de la vie. Puis après, un ami m'a répondu très très simplement il y a quelques jours en me disant nous, on ne le fait pas, mais on le lit, ou on va au théâtre, ou on va au cinéma, ou on écoute les musiques. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive aussi à dépasser, ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que vous voyez, la bêtise de la tristesse, c'est qu'on pense toujours qu'on est le seul au monde à avoir été triste. Ça, c'est pas possible. Voilà. Or, justement, c'est ce que nous apprennent soit les échanges avec les autres, c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'échanger, soit ce que nous apprennent les œuvres, comme les romans, les pièces de théâtre, c'est que nous,
On n'a pas été le seul, c'est universel, on traverse tous ça. Et puis là, il y a quelque chose qu'ajoutent les artistes, c'est-à-dire ils rendent ça beau. Par exemple, quand vous écoutez Mozart ou Chopin, et tout d'un coup, une plainte devient un morceau sublime. Et vous dites, ah, alors la tristesse peut être belle. Alors si la tristesse est belle, je peux aimer la tristesse. Et là, on commence à comprendre que être heureux, ce n'est pas se mettre à l'abri de la tristesse et du malheur, parce que personne n'est à l'abri de la tristesse et du malheur, sauf s'il n'a pas de sentiments et s'il n'aime personne. C'est pas se mettre à l'abri, être heureux, c'est incorporer la tristesse, le chagrin, dans la trame de notre vie, et savoir vivre avec. Et là, je pense que les histoires, les spectacles, les musiques nous aident. Conseil d'Éric Emmanuel Schmitt à celui qui nous écoute. Oui. Voir d'abord le spectacle ou lire d'abord son nouveau roman, ou son, non, on ne peut pas dire roman, son nouveau livre. Oui. Oh mon Dieu, mais je pense que chacun a sa propre sensibilité. Madame Pilinska, c'est d'abord drôle. Alors, il y a des moments où je passe par des choses tout à fait tragiques, mais c'est d'abord une confrontation. Voilà, on va aller au profond, mais il y a toujours l'humour qui permet d'avancer et de sortir. Mon livre, le journal d'un amour perdu, ça commence par la tristesse, mais ça finit dans la lumière. Alors voilà, je ne sais pas comment vous aimez voyager, ce que vous aimez comme première étape. En tout cas, ce sont deux chemins différents. Tout dépend de vos envies de voyageur. 2 dates, la sortie du livre. Alors, la sortie du livre, c'est le 4 septembre, chez Albin Michel, Journal d'un amour perdu. Et Madame Pilinska et le secret de Chopin, c'est 30 représentations pendant tout le mois de septembre. Je commence le 29 août, à la limite du mois d'août, et je finis le 29 septembre. Vous ouvrez la saison, je dirais, d'une manière importante, là. L'année dernière, ça a été un tel bonheur. Jouer Monsieur Ibrahim, devant le public parisien. Le théâtre était plein. On aurait pu faire des supplémentaires, on ne pouvait pas parce que moi je devais partir à l'étranger juste après. Cette année d'ailleurs c'est la même chose, je m'arrête parce que je peux en faire que 30. C'était une telle joie de partager ça, mais je n'en revenais pas, je ne savais pas que... J'ai découvert ce que c'était, cette danse du feu avec le public. Bon alors, conseil, réservez très vite si vous voulez voir ce monsieur sur scène, avec son sourire comme il l'a maintenant. Vous avez toujours la possibilité de vous diriger vers les librairies, mais à partir quelques jours après. Oui. Voilà. C'est Éric Emmanuel Schmitt et merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Pour d'autres aventures. J'espère qu'on en aura beaucoup.